Aujourd'hui, on va parler de la végétalisation des cours d'école. Moi, je suis conseiller environnement sur le site de Malzéville à Fredon-Grand Est et référent sur ce sujet de la végétalisation des cours d'école. Et donc, du coup, on va parcourir pendant 45-50 minutes beaucoup d'informations. J'espère que ça va vous être assez intéressant. Et puis ensuite, il y aura donc un petit temps de partage et de questions. J'essaierai de répondre le plus correctement possible à vos interrogations. Donc, Fredon Grand Est, c'est une structure, c'est un syndicat professionnel, c'est une structure à but non lucratif. C'est un réseau d'expertise d'expertise autour du végétal. Donc, on travaille sur la santé des végétaux, sur la santé publique liée au végétal et sur la protection de l'environnement, toujours liée au végétal. On a différentes missions qui vont être la surveillance, la présence et l'émergence d'espèces impactant les végétaux, l'environnement et la santé humaine. Tout ce qui est espèces exotiques envahissantes, on va vous parler de l'ambroisie aussi, des processionnaires, du chêne ou du pin, etc. On accompagne les collectivités, des structures agricoles et puis aussi parfois, même de plus en plus d'ailleurs, des structures privées. Ça peut aller des particuliers, mais même aux entreprises. On les conseille, on forme et puis on fait de l'information et de la sensibilisation sur ces problématiques. Et puis on coordonne aussi des plans d'action territoriaux avec des partenaires qui sont la région Grand Est, l'État, l'Agence de l'eau, par exemple, l'Union européenne. Voilà, on a deux pôles particuliers, un pôle santé du végétal et un pôle jardin, espace végétalisé et infrastructure. C'est ce pôle-là auquel je fais partie. On travaille sur des plans de gestion différenciés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif c'est de proposer des alternatives aux produits phytosanitaires qui sont maintenant interdits dans les espaces publics et privés. L'objectif c'est aussi de proposer des solutions pour accueillir la nature en ville et favoriser la biodiversité dans les espaces urbains ou urbanisés de manière globale. Et ensuite aussi de proposer des gestions raisonner du végétal, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains espaces publics. Et puis, on réfléchit à comment améliorer la place du végétal en milieu urbain. On va en parler aujourd'hui avec la cour d'école en particulier. Parfois, ce qui peut être intéressant dans les plans de gestion différenciés, qui sont des fois aussi faits par des gens en interne, par des communes, par exemple. Notre travail, nous, il va consister à analyser tout ça, diagnostiquer, et parfois, en fait, c'est une validation du travail qui est déjà effectué par les agents et par la commune. Donc, ça a aussi une valeur de validation du travail effectué, de montrer que ces professionnels-là vont dans le bon sens. Euh, Nous participons à la végétalisation des cimetières jusqu'à la maîtrise d'œuvre, de l'étude à la maîtrise d'œuvre. Un sujet assez fort dans les communes, problématique parfois. Le fait de végétaliser, d'enherber les cimetières est une super solution, on n'a que des retours positifs. Donc voilà, si vous êtes une commune et que vous n'êtes pas encore lancé sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter parce que les solutions existent et les retours sont vraiment excellents de la part des communes qui se sont lancées. C'est des sujets quand même. Voilà, le cimetière est un espace particulier. C'est comme la cour d'école. Ça fait partie des espaces à enjeu dans une commune. Donc c'est important de pouvoir se faire accompagner parce que des fois on ne sait pas par où commencer. Voilà, on participe aussi à des projets de plus grande ampleur ou qui, je dirais, qui touchent d'autres sujets. Donc on participe à la création de continuité écologique. C'est tout ce qui va être trame verte et bleue, trame brune, etc. On fait aussi du diagnostic et des propositions de réduction des îlots de chaleur urbains. On en parlera, la cour d'école, les cours d'école non végétalisées, celles qui ressemblent plus à des parkings qu'à des petits parcs, sont effectivement des îlots de chaleur urbains. Et donc on accompagne les collectivités pour régler ces problématiques-là. On est aussi capable de proposer une gestion alternative des eaux pluviales, c'est-à-dire alors toujours autour de l'aménagement, pardon, toujours autour de la végétalisation pour nous.
Euh, C'est-à-dire qu'on est capable de proposer des noues, des jardins de pluie, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur, comment on les aménage, euh, et aussi voilà, réfléchir et se faire accompagner sur le dimensionnement de ce type d'aménagement. Voilà, forcément, l'eau, c'est un gros enjeu du moment aussi. Nous sommes accompagnateurs techniques de la distinction commune nature, projet lancé par l'Agence de l'eau et la région Grand Est. Donc ça, c'est très intéressant pour les collectivités de s'inscrire dans cette démarche de commune nature. Ça vous permettra en fait d'avoir un fil rouge, de savoir par où commencer et de voir l'évolution et que ce soit validé. Enfin, déjà, vous êtes accompagné et en plus, c'est validé après par des services extérieurs aux vôtres. Donc, ça vous permet de voir bah, par rapport aux autres communes où est-ce que vous en êtes et puis de faire des bons choix. Parce que des fois, c'est pas évident. On veut ramener un peu de nature dans la commune. On veut végétaliser, on veut faire, voilà, il y a toujours, les volontés ne manquent pas, mais des fois, on ne sait pas par où commencer. Et donc ça, c'est un projet qui est très intéressant porté par la région et l'agence de l'eau. Donc, même chose, n'hésitez pas, vous aurez mon mail en fin de diapo. N'hésitez pas à me contacter et puis je vous rebasculerai vers les bonnes personnes. On va pouvoir commencer donc par la végétalisation des cours d'école, sujet du jour. Un site intéressant, c'est l'observatoire-oasis.fr. En France, c'est porté par ce projet des cours Oasis. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc, les cours Oasis, là, vous en avez une sous les yeux. Des gros enjeux, certainement déjà très politiques parce que Paris voilà, a été porté par comment dire, par une politique écologique. Mais aussi, faut savoir que Paris, c'est une des villes, une des capitales mondiales les moins vertes qui puissent exister. Donc, en fait, il y a des gros enjeux et les cours d'école font partie des solutions qui peuvent être apportées. Euh, Peut-être que si vous faites partie d'une grosse commune aussi, vous allez comment dire, avoir les mêmes problématiques avec des cours d'école qui n'ont pas de sol. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait sur les cours Oasis. Ce sont aussi eux qui se sont lancés sur des... En fait, ce sont les pionniers, les précurseurs. Alors, ils sont inspirés de ce qui s'est fait en Belgique, mais et de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Mais maintenant, ils ont un retour d'expérience vraiment exceptionnel qui peut être assez intéressant. Euh, Nous, on aborde ces problématiques des cours d'école. L'idée, de manière globale, on aurait pu dire rénovation de cours d'école plutôt que végétalisation, mais nous, notre sujet principal, c'est la végétalisation. C'est là c'est là qu'on peut apporter notre expertise. Vous avez d'autres sujets, d'autres approches qui peuvent être intéressantes, qui sont portés par des acteurs dont j'ai mis quelques noms là, vous pouvez voir. Vous avez notamment un livre qui est très intéressant qui s'appelle Faire, jeu égal de Edith Maru et Jules, sorti chez Double Ponctuation. Et je pense que ce livre-là a un intérêt intéressant à lire parce qu'en fait, la rénovation de cours d'école, de son point de vue, ne se fait pas via la végétalisation, mais via la relation entre les enfants entre eux entre les filles et les garçons, entre les garçons ensemble, les filles ensemble, etc., en fonction des différents d'âge aussi. Et donc, elle soulève ces problématiques-là et elle est capable d'apporter des solutions aussi. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Sachant qu'une rénovation de cours d'école, c'est un projet qui est censé être durable. C'est-à-dire que quand vous refaites votre cours d'école, vous allez mettre de l'argent, vous allez demander de l'avis à énormément de personnes. L'idée, c'est pas de refaire tout dans 5 ans. Donc, quitte à refaire une cour, autant aussi voir s'il n'y a pas d'autres sujets qui peuvent être abordés ou d'autres approches. Ça peut aussi être une manière d'attirer des gens dans ce type de projet par un autre biais que l'écologie et la végétalisation. Voilà. Aujourd'hui, ça sera vraiment ce sujet-là, mais voilà, il y a d'autres manières de faire. Vous avez des auteurs aussi étrangers qui ont des bonnes manières ou qui ont sorti des livres et qui ont des bonnes visions, enfin très intéressantes, qui nous sortent un petit peu de notre cadre à nous, franco-français. Voilà. Donc, nous, on va parler du végétal. On va parler de trois aspects particuliers. Nous avons
l'aspect environnemental, pédagogique et l'inscription dans le territoire. Je vais vous éviter aujourd'hui de vous parler des problématiques globales comme le dérèglement climatique, la disparition du vivant et les multiples pollutions. On va essayer de voir de quelle manière est-ce que la cour d'école, elle peut apporter des solutions. Je pars du principe que les problématiques, vous les connaissez déjà. Donc on cible ces 3 catégories-là. Elles peuvent se recouper, donc des fois, il y a des solutions qui sont apportées, dans l'une et qui aussi, touchent un autre sujet. C'est transversal, c'est normal. L'aspect environnemental, ça va être la lutte contre les îlots de chaleur urbains, une meilleure gestion des eaux pluviales, production de biodiversité et une amélioration de la qualité de l'air. Alors, les îlots de chaleur urbains, ils peuvent être contrecarrés par la création d'îlots de fraîcheur via la plantation d'arbres. Voilà, ça paraît. Vous allez voir que tout le long du webinaire, il y a des choses qui paraissent évidentes. Ça paraît évident que dans une cour d'école, on est censé apporter du bien-être à des enfants, aux professeurs pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Ça paraît normal d'accueillir aussi la nature, qui est quand même un espace dans lequel on vit depuis des centaines de milliers d'années, pardon, en tant qu'être humain. Tout ça, ça paraît évident. Pour autant, beaucoup de cours, on le ressent pas, ces solutions-là. Donc, créer un îlot de fraîcheur, ça paraît évident, et pourtant, c'est pas toujours fait. Euh, Permettre une meilleure gestion des eaux pluviales, ça, c'est un petit peu plus récent. C'est porté par l'agence de l'eau et grand bien leur face, puisqu'on voit bien aujourd'hui que la moindre goutte d'eau, en fait, part directement dans les rivières et ensuite va dans la mer. Et on voit bien que quand il y a des problématiques de sécheresse, les sols ne sont plus gorgés d'eau. Donc la cour d'école peut aussi apporter sa part dans l'augmentation, sa participation aux nappes phréatiques, en tout cas. La production de biodiversité, on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est normal aussi qu'un espace public puisse participer à la réduction de la destruction du vivant, voire à l'enrichir. Et puis on le voit aujourd'hui avec, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais le nombre de victimes de la pollution de l'air en Europe est énorme. Je crois qu'on a plusieurs dizaines de milliers de morts euh, anticipées, enfin anticipées, on va dire, qui sont causées à cause de la mauvaise qualité de l'air. La cour d'école est un espace quand même assez grand dans certaines communes. On pourrait, voilà, avec le végétal, on peut participer à régler ce type de problématiques. Forcément, une cour d'école, c'est un outil de travail pour l'éducation des enfants. Donc, il y a l'aspect pédagogique qui est très important. Comment est-ce qu'on peut aménager une cour en profitant du fait de réfléchir à une meilleure inclusion des élèves? Il faut savoir que c'est très important de prendre en compte les différences entre les enfants, entre les genres, les tailles des enfants, leurs capacités physiques, leur dynamisme et leur personnalité qui évoluent dans le temps, qui évoluent déjà dans l'année et qui peuvent évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'un enfant peut être très dynamique à certains moments de l'année, mais pas forcément tout le temps. Et donc, il faut qu'il arrive à trouver sa place dans la cour d'école. On peut profiter aussi pour renforcer le lien entre culture et nature, c'est-à-dire vraiment entre tout ce qui va être très humain, entre guillemets, et puis le reste du vivant. Voilà, comment est-ce que les professeurs, l'idée, c'est de leur proposer des outils qui leur permettent de travailler ce sujet-là. Et puis ensuite, il y a aussi le développement social des élèves. Comment est-ce qu'on peut travailler la coopération, l'enrichissement des connaissances et des compétences via la cour de récréation. Quand vous avez une cour de récréation qui ressemble à un parking et une cour de récréation, on en verra tout à l'heure un petit peu, qui sont des cours revégétalisés, repensés, c'est le jour et la nuit, clairement. Et donc, forcément, en termes d'apprentissage, en termes de compétences, alors ça peut être intellectuel, mais ça peut aussi être physique, un travail d'équilibre, ce genre de choses. Bah voilà, forcément, c'est pas, les enfants vont pas en sortir grandis de la même manière à la fin de leur cursus scolaire.
dans une cour qui ressemble à un parking, une cour végétalisée et bien pensée. Et on a aussi l'inscription dans le territoire. On peut voir sur cette photo, donc c'est la même photo, c'est l'école Emerio à Paris, que je vous ai montré juste avant via un autre angle. On voit bien que quand on végétalise une cour, en fait, elle est aussi visible de l'extérieur. C'est donc aussi, on est aussi capable d'embellir en fait le paysage, d'apporter du bien-être pour tous. Les habitants, quand ils regardent par la fenêtre, ne voient pas la même chose. Alors là, on est dans un endroit très dense, mais ça peut aussi être le cas dans des communes plus rurales, entourées de champs ou entourées de prairies. Pourquoi pas? C'est pas une critique, mais peut-être que voilà, il y a des communes qui sont des fois, parfois avec des grandes étendues de champs en monoculture et qui manquent en fait un petit peu peut-être de d'autres choix de paysages. Et du coup, ça peut être une manière de l'enrichir. J'ai mis aussi participation à la résilience. C'est un mot un peu à la mode. Enfin, mais qui est vraiment pertinent face aux dérèglements climatiques, aux problématiques environnementales qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que est-ce que quand je plante un arbre, il doit juste apporter de l'ombre? Est-ce qu'on ne peut pas profiter du fait ce soit un arbre fruitier? De quelle manière est-ce qu'on le plante? Est-ce qu'on le plante pendant les vacances et les enfants découvrent le matin qu'un arbre a été planté dans leur cour? Ou est-ce qu'on le fait avec eux, on leur montre comment on plante un arbre, etc. Forcément, on n'en tire plus les mêmes choses entre des enfants ou même des habitants qui participent à la plantation d'un arbre, du choix de l'arbre, et qui est multifonction, c'est-à-dire support de biodiversité, qui peut aussi apporter de l'ombrage, qui peut être beau, et puis qui peut qui peut aussi être, qui du coup est planté par tout le monde. Vous vous doutez bien que là, du coup, vous apportez énormément à tout le monde. Voilà, il y a un terme de compréhension de ce qu'est un arbre et de ce qui peut, tous ces services écosystémiques. Des études démontrent que des parcs apportent un apaisement global dans les communes. Donc, c'est important pour les habitants de voir du vert et donc une cour d'école peut y participer. On peut aussi, dans certaines communes, ouvrir cette cour d'école. On le voit surtout dans les communes très urbanisées, qui ont peu d'espace vert. Elles, elles acceptent en fait d'ouvrir hors période scolaire ces cours d'école pour les habitants. Ça peut également se faire dans des zones un peu plus petites, plus rurales. On le verra avec la cour d'école de Custine tout à l'heure, dans le 54. Meurthe-et-Moselle, qui ouvre sa cour, qui profite en fait de ce grand espace pour pouvoir accueillir d'autres événements que uniquement la cour d'école et la récréation. Voilà, donc premier point, surtout dans le Grand Est, euh, la rénovation des cours d'école, elle a surtout été lancée par l'Agence de l'eau, euh, qui forcément, comme son nom l'indique, la problématique de réfléchir à la gestion des eaux pluviales. L'objectif, c'est de favoriser l'infiltration de l'eau par des aménagements qui respectent le cycle de l'eau, c'est-à-dire que l'eau normalement, ne tombe pas du ciel, ne va pas directement dans la rivière pour partir dans la mer. Elle est censée passer dans le sol, euh, soit se faire évaporer après par la végétalisation, soit passer dans les nappes phréatiques, etc. Mais en tout cas, c'est pas un cycle, son cycle était beaucoup trop raccourci, ou même l'est encore beaucoup trop raccourci dans certains environnements. Et donc là, l'idée, c'est de faire de cet espace-là un vrai espace d'infiltration. Il y a effectivement un avantage à réfléchir à tout ça, c'est qu'on pourrait se dire, OK, la cour d'école, je mets de l'enrobé drainant, et comme ça, ma goutte d'eau, elle va aller dans la nappe phréatique. Pourquoi pas? Mais on en vient toujours au même point de refaire des parkings. Donc pourquoi ne pas se dire, bah, je vais planter, et du coup, je vais en profiter pour améliorer la biodiversité et le bien-être. J'en parlerai un peu plus tard. Vous avez des cours d'école, j'ai un exemple à Strasbourg, où l'idée, c'est aussi de se dire, quand il pleut beaucoup, on récupère l'eau dans la cour de récréation. En fait, cet espace d'infiltration qui est la cour d'école récupère l'eau en surplus du quartier.
Ça évite des inondations ou ça permet de faciliter la gestion, voilà, de ces périodes pluvieuses très fortes, dans certains quartiers, voilà. Donc ça, c'est forcément au cas par cas, mais ça peut être très intéressant de travailler sur ce sujet-là. On n'est plus juste uniquement dans la cour d'école elle-même, mais elle s'inscrit dans un contexte, heu, qui est le territoire aussi qui est avoisinant de cette cour d'école. Donc pour ça, vous avez beaucoup de revêtements, perméables qui existent. Les pavés enherbés qui reviennent, de plus en plus à la mode. On en voit beaucoup à la mode, mais aussi parce que c'est très pratique, dans les cours d'école. Vous avez de l'enrobé ou des bétons drainants, utiles aussi, forcément. Des revêtements à froid avec liant végétal. Alors dans le Grand Est, il faut faire attention que pour l'instant, il y a effectivement des solutions qui existent. Vous avez des revêtements à froid avec liant végétal intéressants. Le problématique, c'est les contraintes météo, ça va être le chaud-froid et en fait, ça va avoir tendance à s'effriter. Donc l voilà, vous avez des nouveaux revêtements qui sont intéressants, mais il faudrait voir dans la durée si, s'ils sont si durables que ça, quels seront leur état dans 15-20 ans ou est-ce qu'il faut refaire, régulièrement, reboucher régulièrement les trous qui sont créés, par exemple. Vous avez des plattelages en bois, qui peuvent être, notamment sur tout ce qui est mobilier, des estrades autour d'arbres, par exemple, ce genre de choses. Ça a un intérêt pour protéger le pied des arbres du piétinement des enfants. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais un paysagiste qui me disait qu'il fallait considérer les enfants dans une cour d'école comme des petits sangliers, c'est-à-dire qu'ils grattaient partout et c'est vrai qu'on le retrouve. Si voilà, l'impact d'un sanglier est assez fort dans certains espaces, donc il faut s'imaginer qu'il faut vraiment protéger, enfin, faut vraiment protéger les arbres et les plantations. Et donc le platelage en bois autour d'un arbre peut être intéressant et en plus, ça laisse passer l'eau. Voilà, vous en avez forcément encore d'autres peut-être, de revêtements, perméables qui vont arriver ou que j'ai pas dont j'ai pas encore connaissance. Il faut faire très attention à la résistance au passage des véhicules. Il faut savoir dans une cour d'école, vous avez forcément un passage de véhicules de secours, donc c'est jusqu'à l'entrée de l'école, donc il faut qu'il y ait des accès qui restent. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de créer on ne peut pas mettre une cour entière en copeaux de bois. Il faut que des véhicules de secours puissent passer. De quelle manière vous allez entretenir la cour? Alors sur du pavé enherbé, dans une cour assez dense, en enfant, c'est assez intéressant parce que c'est les enfants qui vont plus ou moins tondre, avec leurs multiples passages qui vont plus ou moins tondre, l'herbe. Mais ça, c'est important de le prendre en compte. Ça sert à rien peut-être de trop verdir si la commune elle a pas les capacités, d'entretien de ces espaces-là. Ou alors peut-être réfléchir dans ce cas et là ça recoupe avec avec le plan de gestion différenciée dont je parlais au tout début, c'est quand vous allez créer une cour, vous allez en faire un petit parc. Alors il sera plus ou moins enherbé, plus ou moins végétalisé, mais ça veut dire un entretien derrière. Quelles sont les capacités de la commune pour entretenir ce nouveau parc? Est-ce que si ça vous demande trop de temps, mais que la cour, c'est vraiment la cour idéale pour vous, pour les professeurs, pour tout le monde, dans ce cas, il faut réfléchir peut-être à un plan de gestion différencié, c'est-à-dire à réfléchir aux espaces de votre commune pour peut-être alléger certains entretiens, alléger l'entretien dans certains endroits pour pouvoir mettre plus d'efforts dans la cour d'école. Ensuite, il faut réfléchir à la capacité de perméabilité du sol. Si votre sol, il est trop compact et qu'il n'est pas capable d'infiltrer l'eau pluviale, en sachant que vous avez plusieurs mètres carrés de toiture qui vont aussi c'est l'idée, hein, c'est pas juste la goutte d'eau qui tombe sur le revêtement, c'est aussi la goutte d'eau qui tombe sur la toiture. Que devient cette goutte d'eau? Est-ce que vous allez avoir des flaques d'eau? Est-ce que vous allez avoir enfin voilà des c'est vraiment gérer cette goutte d'eau, il faut le comprendre où est-ce qu'elle va aller, donc il y a cette capacité de perméabilité du sol à prendre en compte. Vous avez aussi l'accessibilité. Alors ça peut être pour les personnes, pour les PMR en fait, tout simplement. Voilà, faut pas qu'il faut faut forcément tout le monde ait accès à chaque espace de la cour et les contraintes météo, j'en parlais tout à l'heure, chez nous, on a du très, très chaud l'été et du très, très froid et du gel l'hiver, en fonction du choix du revêtement. Voilà, quelle va être, la fragilité de ces revêtements-là et est-ce que ça pose problème? J'ai envie de dire, il y a des revêtements qui vont être abîmés par le chaud-froid. Est-ce que ça gêne ou pas? Des fois que ça s'effrite, c'est pas spécialement gênant, mais ça peut quand même perturber. Donc voilà, donc à voir en fonction des espaces et des revêtements choisis.
Vous avez des toitures végétalisées. Donc là, vous avez 2 exemples assez extrêmes. L'idée, de manière globale, c'est d'augmenter la surface de réception et d'évaporation. Quand vous avez une goutte d'eau qui tombe sur une toiture végétalisée, quand vous avez plusieurs gouttes d'eau qui tombent sur ces toitures-là, elles ne vont pas toutes retomber après ensuite dans la gouttière. Il y en a une bonne partie qui va rester en fait, sur cette toiture-là, être consommée par les végétaux si vous en avez beaucoup et ça sert aussi également de support de biodiversité, sur des toitures végétalisées, alors surtout sur la photo de gauche, c'est une terre très pauvre, donc en fait, vous allez avoir beaucoup de fleurs. Donc ça peut être très intéressant aussi visuellement, ornementalement de proposer ce genre de choses. C'est pas très compliqué, hein, c'est un mélange terre-pierre, la pouzzolane avec un peu de terre et puis après on peut aussi laisser la nature se faire. Voilà, c'est il y a pas forcément, ça ce qui coûte cher, c'est de faire un toit vraiment étanche et durable, c'est ça qui peut coûter un peu d'argent. Il y a aussi, est-ce que la toiture est capable de supporter, le poids, heu, de la terre, des pierres, des plantes et de l'eau? Donc ça, c'est important. Et du coup, on peut, quand c'est bien réfléchi, donc là, à droite, c'est une école primaire, c'est l'école primaire des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt et c'est, bah, vous voyez bien avec un toiture végétalisée, alors là, c'est une photo, au début du projet, mais maintenant les arbres ont vraiment pris de l'ampleur, donc on a une vraie forêt en haut, quoi. Donc c'est, voilà, là, forcément, on est à Boulogne, hein, donc il y a des moyens mis en œuvre. Mais ça peut être intéressant, voilà, de se dire, il y a pas de limite. N'ayez pas peur à réfléchir à si vous pouvez, à faire des toitures végétalisées parce qu'on peut faire des choses simples, efficaces et parce qu'il y en a qui font des choses beaucoup plus compliquées et ils y arrivent très bien. Ensuite, pour retourner au sol, vous avez tout ce qui s'appelle les jardins de pluie, les noues aussi. Ça peut être, alors des jardins de pluie, l'eau, elle peut être très infiltrante, les noues, c'est pareil, ou elle peut être, c'est-à-dire très drainante. La goutte d'eau, elle tombe et elle s'évacue le plus vite possible dans le sol jusqu'à la nappe phréatique, mais elle peut aussi être retenue. Vous pouvez vous retrouver avec des jardins de pluie ou des noues qui sont, qui restent, en fait, en eau pendant plusieurs semaines. Là, dans le Grand Est, ça fait plusieurs semaines qu'il pleut beaucoup. Bah, peut-être que voilà, dans ces espaces-là, l'eau, elle peut rester très longtemps. C'est pas une problématique en soi, il faut le prendre en compte. Il faut voir la capacité de ces espaces-là à pouvoir, accueillir, l'eau et quel volume est-ce que ça peut accueillir. Et forcément aussi, il faut une protection pour que les enfants ne tombent pas dedans si la noue est très profonde. Alors sur la photo que vous voyez là, c'est une école à Strasbourg. Mon talent de photographe étant très mauvais, on ne voit pas très bien la dépression, mais il y a bien une petite dépression. L'intérêt, elle peut être esthétique aussi parce qu'on n'a pas le même type de plante. On joue un peu sur la topographie aussi. Donc de mettre du relief dans des cours qui sont actuellement très plates, ça c'est aussi intéressant. Même si on n'y a pas forcément accès en tant qu'élève, visuellement, ça peut être intéressant. Donc faut faire attention donc au volume des eaux récupérées, toujours à la perméabilité des sols. Est-ce que mon sol, il est capable d'infiltrer l'eau, de beaucoup d'eau ou pas? Qu'est-ce qui se passe en hiver quand, on a des hivers gorgés d'eau? Et cetera. Donc, il y a toujours des solutions, mais il vaut mieux les anticiper pour éviter les problèmes. Et on évite le piétinement parce que c'est aussi la vie du sol qui va permettre une infiltration de bonne qualité dans ce type d'aménagement. Voilà, maintenant, on va passer à la lutte contre la chaleur. Donc malgré, vous voyez là, c'est une cour d'école qui est très, très grande, mais elle ressemble à beaucoup de cours d'école, en fait. On a quelques arbres, des prunus qui sont jolis, hein, mais qui ont pas d'intérêt, c'est pas un arbre multifonction. C'est un arbre qui est très ornemental, mais ça s'arrête là. Vous voyez une cour qui est quand même très bétonnée, avec des matériaux peu réfléchissants, c'est-à-dire qui sont foncés, donc en fait vont capturer la chaleur et la restituer très longtemps. Alors c'est pas un problème, c'est même plutôt intéressant, hein, d'avoir des matériaux peu réfléchissants quand on est dans des régions assez froides et qu'on est au printemps et à l'automne. Dans le sens où ça restitue un peu de chaleur, c'est plutôt une bonne idée d'avoir un peu de chaleur au printemps et à l'automne quand il fait un peu frais. Par contre, c'est une vraie problématique dans les périodes, caniculaires et ces espaces-là, on ne les apprécie plus à partir du mois de mai, juin, en sachant que les écoles se ferment début juillet, vous voyez, pendant 2 mois.
voire au mois de septembre aussi, où ça a chauffé tout l'été. Et là, en fait, la chaleur s'accumule énormément, a vraiment du mal à partir. Et du coup, on se retrouve avec des cours surchauffés. En sachant que la chaleur étant restant au sol, ce sont surtout les élèves qui sont donc au ras du sol par rapport à un adulte qui ressentent la chaleur beaucoup plus. Donc, c'est vraiment très important de le prendre en compte. Euh, Par rapport à l'eau dont j'en parlais tout à l'heure, forcément, bah là, vous avez des cours imperméabilisés totalement. Donc, pas de vie du sol, pas d'infiltration d'eau dans les nappes phréatiques. Quand vous avez des grands espaces comme ça, où vous imaginez les milliers et les milliers de litres d'eau qu'il y a, qui vont repartir directement dans le circuit des canalisations et qui ensuite repartent à la rivière. Donc, la végétalisation limitée, ça, j'en ai parlé. Et puis, vous avez parfois une forte densité de bâtiments autour, et ce qui forcément refait encore ces îlots de chaleur particuliers. Donc sur la partie de gauche, vous avez une ville, alors c'est un peu cliché, mais on retrouve ça beaucoup quand même, voilà, avec beaucoup de trafic routier, avec des surfaces imperméabilisées, avec des bâtiments de grande hauteur, très peu de circulation du vent, et donc forcément vous avez des chaleurs, des sensations de chaleur, enfin pas que des sensations, il y a des sensations, mais il y a aussi la vraie chaleur réelle qui est beaucoup plus forte dans ces espaces-là. Alors que quand vous avez des espaces plus ouverts, qui sont végétalisés, avec des bâtiments adaptés qu'on appelle bioclimatiques. En fait, il y a une circulation du vent, vous avez une mise en valeur de l'eau, vous avez l'évapotranspiration des végétaux, euh, et puis aussi en adaptant les transports, en essayant d'enrichir les possibilités de transport des habitants, mais en fait, vous permettez de réduire aussi la chaleur produite par les trafics routiers. Voilà. Donc, c'est pareil, tout ça, ça paraît un petit peu évident, mais on le voit qu'avec, au fur et à mesure des années, on est quand même allé un peu plus sur la partie, sur des villes qui ressemblent qui sont comme à gauche et moins à droite. Et on le voit justement dans des villes. Alors après, des fois, c'est des problématiques de densité et d'étendue, hein, mais on peut le retrouver aussi même dans des communes rurales. En beau être à la campagne, vous avez beaucoup de communes qui ont très peu d'arbres, qui ont très peu de grands arbres. Ils ont juste quelques arbustes par-ci, par-là. Alors, un arbuste, ça peut monter à 5-6 mètres, donc on s'imagine que c'est un arbre, mais ça reste très peu. Et cette commune-là, elle est peut-être entourée de beaucoup de champs. Alors, c'est bien par rapport à un parking de supermarché, c'est plus intéressant d'avoir des champs, c'est sûr, mais ça vaut pas une forêt. Ça vaut pas, voilà, peut-être des fois, il manque beaucoup de végétalisation et d'ouverture. Et donc, on ne sait pas parce qu'on est à la campagne qu'on est forcément dans un endroit très frais et qui permet de lutter contre les canicules. Donc, le végétal, il apporte énormément de choses. Je vous ai dit, hein, nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, on a forcément un ombrage. On peut choisir, en plus, en fonction des essences, et vous avez certains arbres qui débourrent beaucoup plus tard, qui se défolient beaucoup plus tôt. Je pense par exemple au février d'Amérique, c'est un arbre un petit peu à la mode, on en plante beaucoup. Mais ça peut être, du coup, en fonction des essences que vous allez choisir, jouer sur l'ombrage des espaces de votre cour. Si vous avez de la place, vous pouvez mettre effectivement par exemple des feuilliers d'Amérique parce que vous pouvez créer des endroits qui seront beaucoup plus avec des ombres plus légères. Et par contre, dans d'autres endroits, vous pourriez mettre par exemple des tilleuls qui ont un ombrage beaucoup plus fort et qui permettraient du coup de créer des ambiances différentes et des espaces d'ombrage qui seraient adaptés. On peut s'imaginer qu'il y a un endroit où vous avez un ombrage plus léger et très intéressant et surtout avec du débourrement plus tardif et de la défoliation plus précoce. Dans nos régions du Grand Est, c'est intéressant dans le sens où on profitera du soleil du printemps et du soleil de l'automne. Par contre, l'arbre fera quand même de l'ombre pendant les périodes les plus chaudes, du mois de mai au mois de septembre. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà. Après, s'il y a des endroits qui sont très chauds, ben, on se réfugie plus facilement sous un tilleul, par exemple. Donc, l'enrichissement aussi du végétal va permettre de climatiser l'air ambiant avec l'évapotranspiration. Donc, il ne s'agit pas non plus de mettre qu'un seul arbre, mais peut-être de les multiplier, de mettre des arbustes de plus petite taille aussi, qui n'apporteront pas d'ombrage, mais qui participeront à l'évapotranspiration et donc du coup au rafraîchissement de l'air ambiant. Vous pouvez jouer avec le végétal avec la création d'ambiances différentes périodique. Voilà, maintenant, on sait quand même que les feuillages peuvent avoir des couleurs différentes, des formes différentes. Comme je vous ai dit, il y en a dont les feuilles tombent plus tôt, arrivent plus tard. Il y en a où les fleurs arrivent après le feuillage.
d'autres qui arrivent avant, etc. Donc, les périodes de floraison sont pas forcément toutes les mêmes. Donc, on peut créer des ambiances paysagères très intéressantes. Et du coup, la cour d'école évolue. Pédagogiquement, c'est super intéressant. Et puis, j'en parlais tout à l'heure sur la fenêtre paysagère que vous offrez aux habitants du quartier. Bah, c'est aussi une manière de faire, voilà, eux, quand ils ouvrent leur fenêtre ou quand ils sortent de chez eux, ils voient autre chose. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Le végétal, support de biodiversité. Donc là, dans l'exemple du févier d'Amérique, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux mettre un tilleul. Mais voilà, peut-être en enrichissant, en variant, vous allez réussir en réfléchissant à planter un arbre qui soit le plus multifonction possible. Et en diversifiant les plantations, vous allez réussir à apporter de la biodiversité et tous les avantages dont j'ai parlé. Vous avez ensuite les captations des gaz à effet de serre. Forcément, quand on plante un arbre, il va capter du carbone. Certains arbres sont particulièrement intéressants pour capter la pollution de l'air, tout ce qui est particules fines. Et puis ensuite, par rapport à la gestion de l'eau, l'eau qui va être infiltrée sur place peut être comment dire, consommée par les végétaux qui sont également sur place. Et donc, du coup, ça permet aussi d'éviter des eaux de ruissellement. Si vous avez des terrains en pente dans votre cour d'école, on peut mettre du végétal pour retenir les talus ou ce genre d'espace. Voilà. Attention forcément au type du végétal ou à ses dimensions. Très important les dimensions. C'est-à-dire que même je le vois encore dans des cours d'école où on plante des noisetiers à ras des chemins d'accès. Alors c'est bien d'avoir mis des noisetiers. En plus, il y aura peut-être des écureuils, j'en sais rien. Pour les enfants, c'est génial de planter un noisetier. Peut y avoir des problématiques d'allergie quand même. Faut faire attention avec le noisetier, mais je veux dire en soi, c'est déjà le choix d'arbre est intéressant pour la biodiversité, c'est super. Mais s'il est planté à 50 centimètres d'un accès, on va passer son temps à le tailler. Puisqu'un noisetier, il peut faire 5 mètres de large, 5 mètres de haut. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Si l'idée, c'est de planter beaucoup, mais qu'à la fin, il y a un agent qui vient tout tailler au carré parce qu'en fait, c'est plus facile et de toute façon, il faut laisser de l'accès à certains espaces, bah, c'est pas plus. Il aurait peut-être mieux valu mettre un arbre de plus petite dimension qui peut-être n'apportait pas tout ce qu'un noisetier peut apporter, mais au moins, voilà, on gagnait quand même en temps et ça évitait aux enfants de voir toujours des arbres taillés sans arbre. Attention à la toxicité, évidemment. Je parlais de fruitiers. Il y a des petits fruits, voilà, qui sont pas forcément. On pense à l'if, hein, forcément, mais voilà, il y a un hou qui peut être très joli. Vaut mieux éviter de mettre dans les cours d'école. Et puis surtout de la patience. Là, sur la cour que vous voyez en photo, elle est très sympa parce qu'elle est. Les arbres sont déjà là, en fait. Donc, quand vous partez de zéro, il faut vous dire qu'un arbre, il aura cette taille-là dans 15 à 20 ans. Et donc, forcément, c'est pas les enfants d'aujourd'hui, voire pas les professeurs qui le verront. Le végétal apporte beaucoup. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est déjà un petit peu tard. Le végétal apporte de l'ombrage. Ici, sur ces calculs, sur ce diagnostic-là, on peut voir une différence de 23 degrés entre un espace ombragé et un espace qui ne l'est pas du tout sur des températures au sol. Donc c'est très important. Je parlais tout à l'heure des enfants qui sont pas très hauts. Bah voilà, quand on met la main au sol et qu'il fait 45 degrés, c'est pas la même chose que quand il en fait pas. Donc à prendre en compte aussi. Le végétal comme production de biodiversité. Alors j'utilise production parce qu'en fait la biodiversité, on dit souvent la nature, on peut lui lâcher la grappe, elle se débrouillera toute seule. Et c'est vrai, hein, elle se débrouillera toute seule. Par contre, ce qui est intéressant avec l'humain, c'est qu'il peut jardiner et donc en fait il peut adapter, il peut planter ce qui l'intéresse lui, il peut enrichir des espaces, il peut choisir certaines espèces et faire en sorte qu'elles se développent le mieux possible dans certains espaces, sans pour autant faire du mal à la biodiversité en tant que telle. Et donc ça peut être très intéressant. Euh, la cour d'école peut participer à la trame verte et bleue. C'est-à-dire que donc les trames, en gros, c'est de rassembler ensemble des îlots de biodiversité qui parfois sont coupés par des routes, parfois sont coupés par des espaces urbanisés, en tout cas généralement artificialisés. Et donc le but, c'est de les rassembler. Alors forcément, la cour d'école, elle a quand même des bâtiments, elle bloque. Voilà, on va pas se retrouver avec des sangliers et des chevreuils dans la cour d'école. Mais donc elle va plutôt ressembler, participer à ce qu'on appelle le corridor écologique discontinu. Mais en tout cas, elle peut participer voilà, à ce type de trame dans un espace plus large du territoire d'une commune. Et aussi à la trame noire et à la trame brune. L'idée, c'est de désimperméabiliser, c'est d'enlever le bitume.
pas sur tout, mais sur une partie quand même. Ça veut dire qu'on peut améliorer le lien entre les plantes entre elles, la vie du sol, et puis aussi avec les végétaux qui vont pouvoir faire. On peut réfléchir à la luminosité de cette cour d'école. On n'est peut-être pas obligé de l'éclairer toute la nuit. On peut aussi, enfin, du coup, ça peut être un espace de refuge pour des espèces qui ont besoin de noir durant la nuit. En termes de pédagogie, c'est clair et net que la cour d'école, c'est un espace d'apprentissage. L'école est un espace d'apprentissage, mais la cour d'école également, elle peut l'être, elle l'est déjà, mais à nous peut-être de réfléchir à rajouter à améliorer cet outil-là. On peut donc travailler sur le cycle de l'eau, sur les services écosystémiques et la biodiversité. On peut travailler sur le temps, avec l'évolution des saisons, qui seront là, au lieu d'en parler théoriquement dans la classe, on peut le voir dehors avec des arbres plantés qui évoluent réellement. On peut voir le développement du végétal, hein, entre un enfant qui rentre en CP et au moment où il sort en CM2, le végétal, la courbe va évoluer. Donc ça peut être intéressant qu'il le voit, qu'il le ressente au moins. Et puis, un développement des pratiques collaboratives, ben là, on le voit, on a Lunéville, c'est des plantations faites par les enfants avec les agents et les adultes. C'est super intéressant. Donc, le cycle de l'eau, on récupère les eaux pluviales, on peut contrôler leur écoulement via du stockage. Là, on le voit, donc là, on est sur une école parisienne aussi. Vous voyez qu'il y a des petites écluses, il y a une espèce de petits trous à eau, etc. Donc, c'est assez intéressant pour montrer les enjeux et les possibilités, la physique, en fait, hein, pour les plus. Alors, attention à la réglementation. euh, C'est-à-dire que ça dépend des régions, ça dépend j'ai envie de dire, ça dépend des régions, mais ça dépend des régions, des territoires. Ça dépend aussi des élus, parce qu'il y a une responsabilité derrière. À l'heure actuelle, jouer avec de l'eau pluviale, c'est pas clair. Donc, il y a l'année prochaine, alors, est-ce que c'est en début ou en fin d'année? Je n'ai pas exactement la date, mais la réglementation va changer pour ouvrir en fait la possibilité d'utiliser de l'eau pluviale pour différentes choses. Après, c'est évident qu'il faut faire très attention. On est vraiment dans des problématiques d'hygiène et sanitaire. Il faut faire très attention à la manipulation des eaux pluviales. Il faut éviter de faire jouer les enfants dans des récupérateurs d'eau dont l'eau est stagne ici depuis 3 mois. Ça, c'est clair et net. Voilà. Après, vous pouvez faire des choses simples. Là, vous savez, c'est une école aussi à Strasbourg. Vous avez une fontaine à boire et on peut se douter qu'il y a toujours un surplus qui coule. Et ben, en fait, les enfants peuvent le voir. Donc, le but, c'est pas qu'ils jouent avec. Le but, c'est qu'ils aient accès à l'eau, mais qu'en même temps, ils comprennent que l'eau qu'ils ne boivent pas et qu'ils laissent couler, elle coule quelque part. Elle va quelque part. Voilà. Donc, la réglementation, elle n'est pas tout à fait claire. Moi, je vous dirais à chaque projet, faites en sorte de vous rapprocher de l'Agence régionale de santé. Posez-leur la question sur le projet que vous avez et en fonction de la réponse, ou pas, parce que là, vous avez une école à Ban-Saint-Martin, près de Metz, qui a fait une demande auprès de l'Agence régionale de santé, n'a pas eu de réponse, mais s'est lancé quand même. On fait les choses. Alors, en fait, vous voyez, au fond, vous avez un récupérateur d'eau avec un petit tuyau. En fait, c'est des professeurs qui vont ouvrir ce tuyau et le tuyau passe, enfin, l'eau passe sous le chemin et ensuite arrive dans les petites canalisations en bois qu'on voit ici. Et ça permet en fait de jouer un petit peu avec l'eau. Voilà. Alors après, les enfants, bah, faut leur expliquer qu'on joue pas avec l'eau, voilà, etc. Mais vous avez, enfin, qu'on joue avec l'eau, mais qu'on la voit pas, pardon. Et donc là, vous avez une équipe municipale qui a pris la responsabilité de se dire, ça paraît pas dangereux. L'Agence régionale de santé ne nous a pas répondu pour l'instant, donc on y va, on se lance. Voilà. Après, ça peut faire peur, c'est quand même des histoires de responsabilité. Voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Je vais la faire très court, mais ça, vous pouvez aussi, on peut réfléchir à apporter des abeilles et forcément, alors mettre des ruches dans des cours d'école, vous allez me dire, c'est peut-être un peu dangereux, mais ça dépend où c'est, ça dépend de la taille de votre cours, ça dépend qui le gère, comment c'est géré, hein. Il ne s'agit pas de mettre une ruche dans une cour d'école où personne n'est capable de gérer ça, parce que là, ça va être une catastrophe. Mais pour autant, voilà, ça peut être un sujet, une porte d'entrée éducative vers des sujets qui sont très larges. Ça peut être très intéressant pour aller chercher les professeurs qui sont pas forcément touchés par la biodiversité ou par
ou par la nature parce qu'ils n'ont pas grandi comme ça, hein, on n'est pas tous portés par la nature. Mais par contre, ça peut être du coup, une porte d'entrée pour leur dire, ben voilà, vos collègues sont motivés par mettre une ruche. C'est certainement un projet qui va se faire dans la cour d'école. C'est très ambitieux, mais derrière, on est accompagné, etc. Et vous, ça va faire en fait une porte d'entrée pour aborder plein de sujets sur en partant des abeilles auprès des enfants. Et ça va leur parler. Donc, j'énumère pas tout, mais vous avez forcément de la philosophie, de la politique. Alors, quand on dit politique, ça veut dire en gros, bah, comment vivent les abeilles entre eux. Après, c'est aux professeurs d'adapter leur discours et leurs cours en fonction de l'âge des enfants, évidemment. Vous avez la même chose sur le potager. Alors, le potager, dans une cour d'école, on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de gens motivés pour le faire, et puis après, parfois, c'est abandonné. Alors, peut-être que c'est abandonné parce que bah, déjà, ça prend du temps. Parfois, les légumes plantés sont récoltés, devraient être récoltés en juillet, août, et il n'y a plus personne. Donc ça, forcément, il faut se dire que quand on fait un aménagement, il faut l'animer. Qui est capable de l'animer? Qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y a plus de potager? Si vous avez fait un potager carré comme ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y a plus que des chardons dedans? Visuellement, c'est plus très sympa. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre tout directement en pleine terre sans surélever le potager? Peut-être aussi que les professeurs n'y voient plus trop d'intérêt. Mais en abordant d'autres sujets, c'est-à-dire, voilà, on peut faire, parler de l'alimentation, on peut faire de l'artistique en réfléchissant à faire un potager. On n'est pas obligé de faire un potager en ligne, en fait. Peut-être que les enfants, on peut les faire travailler sur un dessin de potager et puis de voir un petit peu comment on peut faire. En bref, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être intéressants et peut-être que là, dans ce cas-là, les professeurs, ils trouveraient un intérêt en se disant, bah, le potager, c'est pas juste je plante une tomate, une graine de tomate et puis j'ai un pied de tomate. Ça va beaucoup plus loin que ça. De toute façon, de manière globale, le végétal, c'est clairement ça. C'est-à-dire que on peut vraiment aborder énormément de sujets. Il y a une notion de temps avec toutes les plantes ne poussent pas à la même vitesse. Excusez-moi, je vais juste éternuer un coup. Et ensuite, il y a une notion d'espace puisque toutes les plantes ne poussent pas de la même manière. Vous avez forcément, là, on va pouvoir parler de la 3D, vous avez des plantes grimpantes. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe en dessous, tout le système racinaire. Quels sont les besoins des plantes en nourriture, en nutriments, en eau, en lumière, etc. Vous avez les services écosystémiques, alors ça parle pas forcément à tout le monde, mais ça en fait c'est qu'est-ce que peut apporter la plante et là on l'aura concrètement sous les yeux qu'une plante peut nous apporter une protection temporaire contre la pluie quand c'est une plante grimpante sur une pergola par exemple ou même un arbre, hein. Contre le soleil, clairement, ça peut être un support de biodiversité parce qu'on va le voir, c'est-à-dire qu'on va voir des nids d'oiseaux dans les arbres, on va voir des pollinisateurs se nourrir du pollen des fleurs. Vous allez, ça peut être aussi, un arbre peut être un support d'un autre végétal. On peut très bien s'imaginer mettre un cerisier et puis mettre une vigne qui grimpe dessus, par exemple. Donc tout ça, les enfants vont être capables de le voir et on peut leur expliquer. Et puis ensuite, c'est aussi euh, un sujet qui, bon, moi, à titre personnel, ça me tient à cœur, mais je pense que c'est intéressant, c'est de se rendre compte, de se dire que, enfin, de se rendre compte que l'humain, il a sa place aussi parmi toute la nature. On en fait clairement partie. Et donc, il y a cet aspect de jardinage. Comment est-ce que l'humain, il peut aider la plante à s'installer? Comment on peut en prendre soin en tant qu'élève aussi? Euh, on peut l'aider à s'adapter, on peut l'aider à se développer, etc. Et ça, c'est intéressant, en fait, cet aspect-là. C'est pas juste une plante qui est là et puis on la laisse, c'est aussi, on est là pour l'accompagner, on est là pour en prendre soin. Et ça, je pense qu'en termes d'empathie, d'apprentissage, d'accompagnement du vivant, pour les enfants, c'est assez intéressant. Vous avez aussi, donc forcément, une cour d'école, on peut s'en servir comme on peut faire classe dehors, très clairement. Voilà. Il y a un amphithéâtre. Alors là, il y a un bâtiment, mais on peut le faire dehors, on peut le faire avec des troncs d'arbres récupérés dans les communes, que vous pensez, etc. Vous faites en sorte qu'il ne bascule pas, il y a des histoires de sécurité, mais voilà, des idées comme ça, il y a des idées qui coûtent plus cher que d'autres, mais dans tous les cas, on peut s'imaginer une estrade à l'extérieur. Si votre cour elle est ouverte au reste du public, vous pouvez aussi accueillir euh, des événements publics dans cet espace-là, en fait. Vous pouvez, quand les salles de classe, quand les écoles font venir des groupes de théâtre ou de chant ou je ne sais quoi dans l'école, ça peut se faire dehors, pas forcément dans une pièce à l'intérieur. Je parlais tout à l'heure de la coopération.
Voilà, c'est clairement, il y a des études qui ont été faites hein, sur les cours qui sont passés, qui sont devenus végétales et qui ont pris en compte les besoins de tous les élèves. On se rend compte qu'en fait, il y a un apaisement de la part des enfants. Euh, D'ailleurs, c'est une des problématiques posées par une cour d'école qu'on devrait accompagner l'année prochaine. Leur enjeu, et ils sont dans une commune, ils sont dans un milieu très rural, leur enjeu principal, c'est de détendre l'atmosphère. Parce que les enfants en fait, n'ont rien, c'est un grand parking. Alors, ils ont beau avoir des jeux que les professeurs leur donnent, mais voilà, on sent, il y a une tension qui est créée par l'environnement, en fait. Il y a aussi l'aspect santé, très important. Moi, je suis pas expert sur le sujet. Je pense que l'Agence régionale de santé, elle se penchera certainement sur ce sujet-là, dans les prochains mois. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de se rendre compte que même si on vit à la campagne, que nos enfants, tous les enfants ne sortent pas de la maison. On a quand même chez tout le monde la présence de l'écran qui fait que les enfants bougent de moins en moins. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc, on a les problématiques de surpoids. L'idée, là, ici, dans la cour d'école, où les enfants passent quand même énormément d'heures dans l'année, c'est d'offrir des espaces de jeu différents et adaptés à chaque enfant. Euh, il faut prendre en compte aussi que quand vous avez une cour d'école mal adaptée qui n'apporte pas d'ombrage, et il y en a beaucoup. Il faut savoir qu'au-dessus de 26 degrés, en fait, on a tous, humainement, enfin, physiologiquement, on a des problématiques de stress, d'augmentation du rythme cardiaque, de sudation. On peut avoir des boutons de chaleur, une réduction de l'attention et de la vigilance, ce qui est quand même dommage dans une école. On peut avoir des vertiges et des pertes de conscience. C'est des sujets, ça, c'est des symptômes qu'on retrouve chez les personnes âgées et qui sont surtout, on en a beaucoup parlé en 2003 avec la canicule et les malheurs qui a pu en résulter. Mais c'est le même cas, c'est la même chose chez les enfants qui sont très sensibles à tout, à l'environnement et à la chaleur. Vous voyez, quand je vous dis 26 degrés, c'est pas grand-chose, hein. Donc, on a des canicules maintenant avec des températures qui dépassent facilement 10 degrés de plus. Et on a des problématiques, il y en a sûrement d'autres, des problématiques de myopie. Et ça a été relevé par l'Institut d'éducation médicale et de prévention qui dit qu'il y a la moitié des humains qui seront touchés par la myopie en 2050. Donc c'est bien la problématique des écrans qui sont là, qui seront encore là plus tard, et qui en fait, du coup, il n'y a plus d'invitation à regarder loin, à avoir une modification du regard et de la vision. Et en fait, en travaillant sur les cours d'école, c'est aussi une possibilité de réduire ces problématiques-là et de proposer en tout cas plein d'opportunités aux enfants pour pouvoir, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, améliorer leur santé. C'est une problématique de société. J'ai rien contre les personnes qui ont des lunettes, évidemment, c'est pas un souci. On peut apporter des corrections techniques à cette problématique-là, mais ça a un coût pour la société. Et et du coup, on peut peut-être se dire, bah, voilà, est-ce que la cour d'école, elle va essayer de régler des problématiques de surpoids, des problématiques de santé de manière globale, en fait, pour apporter du bien-être aux gens. Et puis, et donc, voilà, donc ça peut être fort intéressant. Faut savoir que même quand vous êtes à la campagne, du coup, les enfants ont parfois peuvent rester des fois plus euh, sans mouvement que les enfants qui sont en ville, qui ont accès au parc très proche d'eux. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui font quand même à la campagne, qui font qui peuvent faire, par exemple, je prends un exemple tout bête, de faire du foot, et en fait passent beaucoup de temps en voiture puisqu'il faut aller sans arrêt d'une commune à une autre pour aller jouer au foot à droite et à gauche. Et tout le temps passé assis, c'est du temps en moins, bah forcément, qu'on a en moins. Voilà, donc j'ai fini le tour. C'était assez dense. Donc, voilà, vous, après, c'est des sujets. L'idée, c'était de soulever les opportunités, enfin, de soulever des sujets qui sont pas forcément des sujets. Donc, nous, on est experts, justement, la santé. Je pense que vous l'avez peut-être même entendu. C'est pas mon expertise. Mais par contre, ça peut être des sujets importants. Et peut-être que ça va toucher certaines communes ou certaines personnes qui vont participer à des projets plus que d'autres. Certaines sont peut-être pas très touchées par la biodiversité ou se sentent pas concernées ou n'y connaissent rien. Par contre, le sujet de santé, ça les intéresse beaucoup. Les professeurs, c'est clair et net, qui vont être très, très, très intéressés par le côté pédagogique. Là, on leur offre quasiment, on peut leur doubler leur espace d'outils de travail avec une cour d'école par rapport aux bâtiments qu'ils ont à l'heure actuelle, aux bibliothèques et puis à d'autres choses qu'ils font déjà. Et donc, c'est super intéressant de se dire, en fait, on va pas juste planter deux arbres dans une cour et puis déconnecter les gouttières. On peut aller plus loin.
Et en fonction des capacités et des compétences de tous ceux qui vont participer, vous êtes en capacité, du coup, de pouvoir proposer des projets qui vont très loin, qui sont durables, qui sont évolutifs et qui touchent tous les sujets qui vous importent, vous, sur votre propre projet. Voilà. Donc, pour travailler sur ces types de projets-là, nous, en fait, à Fredon Grand Est, on accompagne du coup les collectivités pour végétaliser les cours d'école. Et en fait, on le fait d'une certaine manière où on ne s'implique, on ne donne pas notre avis sur ce qui va être fait. L'idée, c'est plutôt d'être chef d'orchestre, c'est d'accompagner. C'est pour ça que chaque projet de cours d'école est totalement différent l'un de l'autre. Donc, on fait forcément de la sensibilisation euh, et une explication de ce que c'est que la concertation. Parce que même si ça paraît évident de demander à tout le monde son avis, en fait, bah, on le voit dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup qui décident à la place des autres. Là, l'idée, c'est quand même de demander l'avis à tout le monde et que tout le monde soit à peu près au même niveau et comprenne les enjeux. Et après, chacun s'attachera à son sujet particulier. Voilà. Après, on fait un état des lieux, on fait un travail de réflexion en collaboration avec les enfants et les adultes. Et puis ensuite, on propose un avant-projet avec un chiffrage et une durée des travaux. À partir de la grosse flèche noire, la suite de la grosse flèche noire, c'est la maîtrise d'œuvre. On est capable d'accompagner, du coup, l'étude qui a été faite et d'accompagner les travaux pour que, à la fin, tout le monde soit content et que les travaux se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet-là, vous me recontacterez. Il y aura mon mail en fin de diapo. Pour la concertation, vous pouvez faire participer tout le monde, en fait. Voilà, il y a une demande de l'agence de l'eau pour le financement qui doit être, et puis même pour d'autres, hein, pour la région, d'autres qui demandent de la concertation. Maintenant, bah, vous pouvez aussi aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter aux usagers. Pensez au périscolaire d'ailleurs, si votre école en accueille. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter aux usagers, aux élus et puis à l'association de parents d'élèves. Vous pouvez aussi parler aux habitants du quartier, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ça va être aussi vu depuis chez eux. C'est un nouveau parc, en fait. Qu'ils y aient accès ou pas, ils le voient. Et donc, ça peut être intéressant de discuter avec eux, de discuter avec les financeurs aussi. Et puis, pourquoi pas intégrer des artistes, si vous avez des artistes sur votre territoire, bah, de voir avec eux, alors artistes, c'est très large, de voir avec eux ce qui peut être fait, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Euh, Dans la concertation, ce qui va être le plus difficile, ça va être de casser les biais, d'expliquer les peurs, les craintes. Alors, c'est toujours des insectes qui piquent, etc. Vous avez aussi les biais dans le sens où, si vous demandez aujourd'hui à vos élèves qu'est-ce qu'ils veulent dans la cour d'école, on va assez facilement ressortir avec du toboggan, balançoire, tourniquet et puis une piscine avec des licornes et des baleines dedans. Donc, vous avez des choses absurdes, mais sinon, vous avez des choses qu'ils connaissent. Et ça, c'est normal en fait, hein. On a tous, on croit tous que le monde dans lequel on vit, enfin, c'est notre imaginaire en fait. On croit que c'est la réalité. Et pour les enfants, c'est la même chose. Pour les adultes aussi. Donc l'idée, c'est aussi, euh, en tout cas de notre côté, c'est aussi d'être capable d'apporter des propositions autres, de rassurer et puis de voir, de proposer des aménagements qu'ils ne connaissent pas forcément et et capable d'expliquer aussi quel est l'intérêt de cet aménagement-là dans une cour d'école, d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue pédagogique ou autre. Voilà. On le voit sur cette liste-là, donc là c'est pour une cour d'école de Raon-l'Étape qu'on a accompagnée, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de la nature. Ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'il y a vraiment c'est compris, en fait. Voilà. Après une sensibilisation et des explications, euh, parmi énormément de choix proposés, on est beaucoup autour de la nature. Là, vous avez une cour d'école qu'on a accompagnée qui est assez intéressante dans le sens où elle est à 99% imperméabilisée. Beaucoup de béton, vous pouvez le voir. C'est le cas de beaucoup de cours d'école. On réfléchit, je vous invite à réfléchir, à reprendre un peu de recul et à vous dire qu'est-ce qu'il y a autour de de cette école? Est-ce qu'on n'a pas des espaces communaux, des espaces verts communaux qu'on pourrait utiliser? Dans le cadre de cette école, oui, il y en a. Et en fait, en utilisant par exemple le petit espace bleu qu'on pourrait ouvrir tous les jours aux gens voilà, en fait, l'idée, c'est pas de prendre cet espace pour l'intégrer uniquement dans la cour et le refuser aux habitants qui ne sont pas des élèves, c'est de faire entre les deux. C'est-à-dire, on peut très bien clôturer, l'ouvrir hors période d'école et un agent vient quand il a le temps, donc ça tout le monde doit le comprendre, quand il a le temps, il vient et il vérifie que tout va bien et il referme aux habitants et il l'ouvre pour l'école.
et ça nous fait un espace vert en plus. C'est la même chose sur la partie droite, vous avez un espace vert en vert. Où là, l'idée, c'était de mettre un potager, mais qui soit accessible du coup aux habitants en juillet-août, où les parents peuvent venir avec, les élèves peuvent venir avec leurs parents, pardon, et puis récupérer les tomates qu'ils ont fait penser, qu'ils ont fait pousser le reste de l'année. Vous voyez, peut-être des petites réflexions qui peuvent être intéressantes. Et ça, là, cet espace vert-là, par exemple, il n'ouvre pas l'accès au reste de la cour. Donc, le reste de la cour reste sécurisé, mais de l'autre côté, on a quand même un espèce de couloir, de zone tampon, en fait, on peut passer de l'un à l'autre. Voilà, ça a été notre proposition de cours d'école sur ce grand espace qui était très imperméabilisé. Donc forcément, c'est un peu le jour et la nuit pour les professeurs et tout ça. Ils trouvent quand même. Là, on est sur. Alors après, c'est pas un jugement de valeur, on peut trouver ça bien ou pas, c'est pas un souci. Mais en tout cas, eux, ça leur plaît parce qu'ils se disent que là, du coup, ils ont un outil de travail qui est quand même beaucoup plus intéressant que le truc qu'ils étaient. On peut utiliser énormément. Alors c'est une grande cour, donc forcément, on peut enrichir énormément d'aménagements, mais on peut faire les choses de manière simple. Là, on a gardé beaucoup de bitume, par exemple. Vous pouvez garder du bitume. Ça s'abîme avec le temps. Mais les enfants, c'est pas non plus des voitures ou des tracteurs. Donc en fait, j'ai dit que c'était des sangliers, mais le bitume, il va rester là encore longtemps. Donc vous pouvez en garder une partie. D'ailleurs, ça permettra de garder l'accès aux services à tout ce qui est véhicule de sécurité pardon, de tout ce qui va être ambulance ou pompiers, si des fois il y a besoin, par exemple. Le terrain de sport, on l'a réduit. On s'est basé aussi sur, enfin, on a essayé de l'enrichir en jeu. C'est plus juste un terrain de foot, c'est un terrain multisport. Après, c'est aux professeurs et aux élèves de s'organiser pour jouer d'une certaine manière. Donc là, on arrive dans un espace où, oui, ce terrain de sport n'est pas un terrain de foot, c'est un terrain de sport c'est un terrain de jeu au pluriel pour tout le monde. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on ouvre l'accès à cet espace-là à plein d'enfants qui avant n'y avaient pas accès, soit parce qu'ils ne jouaient pas au foot, soit parce qu'ils se considéraient pas bons, soit parce qu'on leur disait qu'ils n'étaient pas bons, soit parce qu'il n'y avait pas assez de place, etc. Voilà. On peut aussi jouer en fonction des pentes de la cour. Vous pouvez mettre des loups, vous pouvez, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne se fait pas des arbres, on appelait ça des arbres de rassemblement, où on fasse quand les élèves se rangent, en fait, ils sont en face de chaque arbre. Et c'est un arbre différent par classe. Et du coup, quand on évolue du CP au CM2, ben, en fait, on n'est jamais devant le même arbre et on va le voir grandir avec tout le monde. Voilà, bon, c'est des petites choses intéressantes. Il y avait le préau, il y avait déjà un préau, euh, comme dans beaucoup de cours d'école, mais il y avait problématique d'entrée de pluie et ne protégeait pas tant que ça du soleil. Donc en fait, on a mis des plantes. L'idée, c'est de mettre des plantes grimpantes avec, des treillis pour pouvoir améliorer un petit peu la protection contre le soleil et la pluie. Voilà. Et ça permet d'avoir des coûts assez réduits. C'est pareil, on peut s'imaginer que cette cour-là est très chère. En fait, on est vers les 100 000 euros. Voilà. Hors subvention. Vous rajoutez les subventions, ça coûte un petit peu moins pour le commune. Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, le moins d'impact possible sur les finances de la commune, tout en essayant de proposer la cour d'école la plus idéale possible pour les professeurs et les enfants. Là, c'est une autre cour aussi à Aaron-l'Étape, très bétonnée en soi, et, avec déjà une espèce de jeu d'araignée qu'on a gardé parce que la commune a dépensé beaucoup d'argent pour ce jeu-là et veut le garder, les enfants en profitent. Mais du coup, c'est des enfants qui sont assez grands et qui sont très à l'aise avec la hauteur et l'équilibre, qui jouent et pas les autres. Donc l'idée, c'était d'enrichir aussi un petit peu les espaces autour et avec d'autres aménagements. On leur offre la possibilité, du coup, de faire aussi école dehors. C'est-à-dire qu'on a multiplié les tables et les chaises pour que les enfants puissent travailler. Alors, ce qu'on peut s'imaginer que dehors, avec des tables et des chaises adaptées, plates, etc., vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des mathématiques dehors. Personne ne vous en empêche, en fait. Vous pouvez faire tout ce qui est travail artistique ou peu importe, en fait, la lecture, etc. C'est ça qui est intéressant. Et on a rajouté le bac à sable qui a un peu le retour, qui a un peu de retour, en fait, dans les écoles. C'est une demande de la part des professeurs dans le sens où le bac à sable a un peu disparu à cause des problématiques des chats, etc. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec rien à manipuler pour les enfants. Et dans les cours d'école, je vous ai parlé de revêtement tout à l'heure, mais en fait, on a autant en revêtement, on peut trouver un peu de diversité, autant en manipulation, c'est pas toujours évident. Et donc, en revêtement qui peut être manipulable, on se retrouve avec des copeaux de bois
adapté, c'est-à-dire sans écharde, etc. Et, et ben le bac à sable, parce qu'en fait, c'est une demande de la part des plus jeunes. Alors, pas en CM1, CM2, mais même ceux qui arrivent en CP, CE1, CE2 jouent encore au bac à sable. Et ça peut se protéger avec des bâches, ça peut se fermer. Il y a des systèmes très simples qui font que les professeurs, ça leur prend 2 secondes en fait à fermer et à protéger. Voilà, je vais aborder le sujet que je pense beaucoup attendre. Il s'agit des finances. OK, qu'est-ce qui se passe? Combien ça coûte tout ça? Et comment on peut se faire aider? À l'heure actuelle, vous avez l'étude peut être financée jusqu'à 70%. Alors là, on est dans le Grand Est, hein, donc par l'agence de l'eau rameuse. Les travaux, ça peut être jusqu'à 80% de tout ce qui concerne la goutte d'eau. Si ça ne concerne pas la goutte d'eau, parce que vous avez mis un banc, il n'y a pas de financement autour de ça. Donc les financements sont assez élevés. Et il faut savoir que c'est pour et il faut que si vous voulez participer, pardon, si vous voulez profiter de ces aides-là, ça sera jusqu'à la fin 2024. Ça veut dire qu'il faut que votre premier coup de pioche il soit en 2024. Si vous n'êtes pas encore, je suppose que si vous êtes là pour ce webinaire, c'est que vous n'êtes pas encore lancé, donc c'est beaucoup trop tôt. L'agence de l'eau va être enfin, trop tard pour profiter des aides. Malheureusement, par contre, l'agence de l'eau devrait continuer. Là, j'ai pas les montants encore, on n'a pas encore les montants, mais devrait continuer à accorder des aides pour ce type de projet. Et bonne nouvelle, vous avez la région Grand Est qui participe aussi, qui est capable de compléter. Vous avez, en fonction de votre département, vous pouvez vous rapprocher de votre département parce que les départements se lancent aussi. Vous pouvez voir avec la communauté de communes en sachant que des fois, c'est eux qui gèrent les écoles. Donc, faut aussi les motiver. Ou si vous en faites partie, ben voilà, vous savez que vous pouvez peut-être débloquer de l'argent. Si votre école a l'accueil du périscolaire, soit en maternelle ou en élémentaire, vous avez la CAF qui peut vous aider. Et puis ensuite, vous avez, alors là, il faut se rapprocher des directrices et des directeurs. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale qui apporte une aide financière assez importante via, à l'heure actuelle, le projet NEFL, Notre école, faisons-la ensemble, avec des montants très élevés qui, en moyenne, sont à 23 000 euros. Donc, ce montant-là, moi, je vous conseille justement de l'utiliser pour tout ce qui va être mobilier ou ce qui n'est pas subventionné par l'agence de l'eau. Voilà. Donc, en fait, si vous cumulez tout ça, vous pouvez arriver à des montants de subvention vraiment importants. Et c'est très intéressant de prendre le temps d'aller expliquer, d'aller chercher ces subventions, d'expliquer et d'argumenter parce que ça vous permettra du coup de pouvoir piocher à droite et à gauche et de vous retrouver avec une cour d'école superbe avec des montants vraiment très peu élevés. Voilà, vous avez aussi des financements participatifs, des associations locales. Rapprochez-vous des associations locales qui peuvent travailler tout ce qui est bois, qui peuvent faire, enfin, j'en sais rien, il y a tellement de sujets différents. Vous avez aussi des projets, des établissements scolaires qui peuvent vous aider. Alors sur Nancy, vous avez le lycée Loritz, vous avez aussi le compagnonnage. Je sais qu'à Nancy, il y a ça, mais peut-être dans d'autres territoires de la région, c'est le cas aussi. Vous avez à Épinal, vous avez l'école du bois, l'ANSTIB. Enfin, voilà, faut pas hésiter à aller toquer à leur porte, leur proposer de participer à un projet. Et ils vont vous faire ça de manière professionnelle, ce qui est super intéressant. Et pour eux, ils n'attendent que ça. Donc, le seul risque, c'est qu'ils soient déjà en train de travailler sur un projet et que du coup, ils puissent pas accepter le vôtre. Dans tous les cas, ils sont en attente. Financièrement, ça veut dire que vous, généralement, de manière globale, vous ne payez que le matériel, vous payez que le bois, que les matériaux. Donc c'est très intéressant. Et puis ensuite, vous pouvez avoir les entreprises et des particuliers qui peuvent vous faire des dons. Regardez, enfin peut-être faire un sondage auprès des parents d'élèves s'ils n'ont pas des compétences particulières ou du matériel. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Il faut pas hésiter en fait. Il faut pas faire son projet dans son coin. Il faut essayer d'ébrouter un peu pour voir où est-ce que vous pouvez récupérer de l'aide. Je vois aussi également que oui, si vous êtes sur l'agence de, si vous êtes sur le territoire de l'agence de l'océan de Normandie, il y a aussi des aides. Il y a également des aides. J'ai plus les montants exacts, mais vous pouvez vous en rapprocher, il y a bien des aides. De toute façon, tout le monde se lance sur le sujet. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si vous n'allez pas trop vite, si vous voulez, si vous avez des aides à l'heure actuelle, ne pensez pas qu'elles vont disparaître. Elles vont peut-être être réduites, elles seront peut-être un petit peu adaptées, mais il y en aura d'autres qui vont venir compléter. Donc, à la fin, vous serez toujours. Le cofinancement agence de l'eau et région est effectivement possible. En fait, l'idée, c'est de tout cumuler avec 80% maximum.
Je vous montre, il me reste juste quelques diapos, je vous montre vite fait les coûts. Planter un arbre, ça vaut rien. Ça vaut, surtout si vous le faites vous-même. Mais si vous le faites par un professionnel, vous voyez, on est à 400 euros, vous avez un bel arbre. En sachant que ça serait important d'en mettre quand même des grands pour avoir un effet assez rapide sur tout ce qui est ombrage. Voilà, après le reste, vous pouvez planter des petits sillons, il n'y a pas de souci. C'est ça, vous pouvez le faire vous-même. Ça va coûter 3, 4, 5 euros un tilleul. Ça vaut rien en fait en tant que tel. Le mobilier, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui peut justement être financé par le projet NEF. Vous pouvez aussi réutiliser des bancs que vous avez sur la commune et que vous considérez qu'ils n'ont pas leur place en tant que tel. Voilà, vous pouvez aussi jouer là-dessus. Les haies plantées, c'est pas très cher. Et la désimperméabilisation, enfin les haies plantées, pardon, c'est cher si c'est fait par un professionnel. Par contre, si c'est fait, je sais que dans les Vosges, alors à voir avec les autres départements, mais dans les Vosges, vous avez les chasseurs qui accompagnent. C'est-à-dire qu'ils font les plantations, ils font les plantations avec les enfants et ils financent aussi le végétal. Donc c'est intéressant. Ça, vous pouvez vous rapprocher d'eux et moi, je sais que des fois ça peut faire c'est des fois un peu, ça peut paraître paradoxal pour certains de s'accompagner de se faire accompagner par les chasseurs, mais voilà, les chasseurs, on dit que ce sont les premiers écologistes de France. C'est faux par moment, mais c'est clairement vrai par d'autres. Donc ça dépend vraiment de la relation que vous avez avec eux. Et si ça se passe bien, ça peut être super intéressant. Et en plus, ils seront, voilà, ils sont compétents sur ce sujet-là et ils vous permettront du coup d'avoir des plans adaptés à ce que vous voulez dans la cour d'école. Et puis c'est aussi une belle rencontre à faire. Tout ce qui est des imperméabilisations, on peut voir que l'enrobé standard, c'est pas cher. L'enrobé drainant, les pavés enherbés, c'est beaucoup plus élevé. Oui, mais il y a des subventions derrière, ce qui n'est pas le cas sur l'enrobé standard. Voilà. Après, ce qui coûte le moins cher, c'est de garder l'existant. Ça peut, voilà, il peut y avoir des, je vais vous montrer un petit peu après, deux exemples intéressants. Donc, vous avez, pour vous montrer un peu en termes de tarifs, vous avez l'école de Custine. Euh, Eux, ils sont partis de rien, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire. C'est une commune qui a un peu moins de 5000 habitants et qui a été capable de faire un projet à 1,3 million. Alors, cette cour-là, elle est multifonction. Il récupère les eaux, elle est totalement désimperméabilisée. Elle récupère les eaux pour l'arrosage de tout le territoire. Ils ont fait quelques plantations, ils ont fait des créations de mobilier avec des concours avec des jeunes en école d'architecture. Ils font du réemploi, ils ont travaillé la topographie, comme on peut le voir un petit peu. Ils ont réfléchi pour éviter de mettre des ascenseurs, comme il y a beaucoup, comme il y a plusieurs niveaux, ils ont réfléchi à comment accueillir les PMR d'une bonne manière sans mettre d'ascenseur. Donc, ça bétonne beaucoup. Il y a des espaces, on va sur la 3, c'est très bétonné, mais ils ont beaucoup d'enfants. Et bah, des fois, OK, on va peut-être mettre plus de minéral, mais par contre, ça nous évite de mettre un ascenseur. Et c'est pas rien, en fait, en termes à long terme. Ensuite, ils accueillent des événements extérieurs. C'est une cour qui accueille le marché de la commune. Donc, ils ont mis des spots électriques un peu partout. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Ils vont réutiliser aussi les eaux de pluie en sanitaire dès que le top départ réglementaire est fait. C'est-à-dire que près de leur cuve, ils ont déjà de la place ils ont déjà mis des pompes, ils sont prêts en fait pour pouvoir utiliser l'eau dans les toilettes. Et l'eau de pluie dans les toilettes de l'école. Donc voilà, donc c'est sur un beau projet assez impressionnant et ils sont allés. Par contre, voilà, c'est ça, dans ce type de projet, ils y sont allés avec les crocs et du coup, ils ont jusqu'à 80% de tout financer en fait. Ils peuvent tout subventionner. Donc ils sont vraiment allés très loin. Et, d'une autre manière, vous avez une autre commune. Là, donc, du coup, juste avant, on était à presque 300 euros le mètre carré. Alors, c'est un chiffre un peu tiré au pif, hein. J'ai juste pris les mètres carrés et le coût à peu près global du retour que j'avais. Et j'ai fait une petite division basique. Et là, on est à 10 fois moins cher. Mais il n'y a pas les mêmes enjeux. Euh, Il n'y a pas la même manière de faire. C'est quelque chose de beaucoup plus. Ils sont plus débrouillards. Ils ont moins utilisé les institutions qui existent déjà. Ils se sont fait moins accompagner. Ils se sont débrouillés entre eux. C'est une petite cour près de Bar-le-Duc que je vous invite à visiter également. Donc, eux, ils ont fait de la plantation, création de mobilier. Il y a un potager. Ils sont accompagnés par un paysagiste en permaculture. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, c'était d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, de créer un vrai événement humain, des vrais moments humains. Et donc, du coup, les habitants ont participé, les parents d'élèves ont participé et n'ont pas participé que
financièrement via un financement participatif, mais aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont eu aucune aide. La première phase s'est faite sans aide extérieure, pas d'agence de l'eau, rien. Et ils ont pris une pioche et ils ont cassé le bitume. Voilà, et ils l'ont fait eux-mêmes. Donc c'est très intéressant parce que du coup, ils sont allés, bah voilà, c'est une autre approche qui montre bien qu'on peut faire changer une cour qui est très bétonnée en quelque chose de super sympa en se débrouillant soi-même. Et voilà. Donc c'est plutôt intéressant, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de mettre des centaines de milliers d'euros dans des projets euh, qui sont, qui sont très beaux et qui appellent d'autres gens qui peuvent régler d'autres problématiques, mais on peut aussi faire des choses simples. Voilà. Sur ces belles paroles, parce que je vois que j'ai quand même parlé pas mal longtemps, j'ai fini. Vous avez mon contact ici, vous avez le site internet de la Fredon Grand Est. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les autres sujets dont j'ai parlé en tout début. Et puis, vous avez la page YouTube, la chaîne YouTube de Frodon Grand Est où vous pourrez retrouver d'ici quelques jours cette vidéo-là. Et puis, vous pourrez retrouver d'autres sujets, notamment les cimetières, la plan de gestion différenciée, les espèces exotiques envahissantes, enfin bref, d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Je vais ouvrir, je pense que je peux ouvrir les micros si ça vous intéresse, de parler soit par micro, soit si vous avez des questions, de les mettre dans le chat et je vais essayer d'y répondre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis à discuter. Bonjour, moi j'aurais une question. J'ai pas compris le nom de l'espèce donc d'arbre. Donc il y a les tilleuls par rapport à un couvert plus important et il y a donc une espèce d'arbre qu'on peut planter d'Amérique, mais j'ai pas compris le... D'accord. Alors, c'est le févier d'Amérique, mais je vous dirais pas de vous lancer là-dessus. C'était surtout pour dire un exemple qu'en fait, un arbre, il va pas, ses feuilles ne vont pas pousser. Un arbre ne vont, par rapport à un autre, les feuilles vont pas arriver au même moment. Ils ne vont pas tomber au même moment. Vous avez des arbres où les feuilles tombent très rapidement et dès qu'il commence à faire froid, elles tombent. Et donc, en fait, on peut jouer sur ces aspects-là pour pouvoir adapter en fait l'ombrage sur des espaces particuliers. Voilà. D'accord. C'était pour avoir le nom de l'espèce parce que je connaissais pas en fait. Ah bah, Voilà. Donc, c'est févier d'Amérique. Une fois que vous l'aurez vu, ça ressemble un peu au robinier faux acacia. Et enfin, en ville, on le plante beaucoup. C'est un arbre, c'est un arbre assez résistant à la sécheresse. Après, en dehors de l'ombrage et de son côté esthétique, il y en a des très beaux avec des feuilles jaunes en automne. Il a pas d'apport pour la biodiversité particulier. Il a un peu d'épines, donc il faut essayer de lui enlever. C'est un arbre qui monte très haut, hein, donc une fois que c'est en hauteur, on s'en fiche. Mais en tout cas, sur le bas de l'arbre, il faut enlever les épines. Et il fait pas de fruits, enfin, il fait des fruits comestibles, mais c'est vraiment si les avez rien d'autre à manger. d'accord, merci. Voilà. De manière globale, on accompagne aussi, on fait des propositions. Donc, du coup, l'idée, je n'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, l'idée, c'est de faire maturer tout ça. Tout le monde réfléchit, tout le monde montre quelles sont les fonctions et les besoins dont il a besoin enfin, qui veut dans sa cour, en fait. Et on dit bien aux gens, ne réfléchissez pas à ce que vous voulez mettre dedans. Euh, ne réfléchissez pas à l'arbre. Dites-vous plutôt, ou à l'aménagement. Dites-vous plutôt, j'aimerais que les enfants puissent manipuler. J'aimerais que ma classe puisse manipuler des choses. OK. Ensuite, j'aimerais que les arbres, on aimerait avoir un ombrage avec de la nature, avec du végétal, mais on aimerait aussi des petits fruits. Et puis on aimerait aussi, pour ma classe, ou moi comme j'ai des plus jeunes, par exemple, j'aimerais bien qu'ils puissent ressentir les saisons et voir la lumière du soleil à certains moments de l'année et pas à d'autres, etc. Et à partir de là, nous, on sera en capacité de dire, on va plutôt mettre les essences là, on va plutôt mettre celle-ci ou une autre, etc. Voilà. Et comme ça nous permet de comprendre aussi un petit peu ce qui va être fait. Il y a peut-être des cours d'école, on sera en capacité de mettre des pommiers parce que il y a un professeur ou une professeure qui utilisera ces pommes-là et qui en fera de la compote avec les enfants, des tartes aux pommes, j'en sais rien, et qui les vendra pour l'association de parents d'élèves. Enfin, et d'autres où en fait il y a pas cette envie du tout. Dans ce cas-là, on ne propose pas de pommiers parce que sinon vous allez retrouver avec des pommes au sol, puis des guêpes qui vont venir manger les pommes. Enfin, ça va devenir un carnage et ça sera un gros échec. Dans ce cas-là, on proposera plutôt des petits fruitiers où si les enfants grappillent pas les fruits, et ben, en fait, c'est les oiseaux qui s'en occuperont. Et comme ça, on retrouve les mêmes fonctionnalités moins celle de cuisiner, parce que dans une cour d'école, il n'y a pas cette envie. Bon, par exemple. Quelles sont les capacités d'accompagnement de la Fredon que j'ai cru comprendre que vous étiez le seul sur cette mission et comment ça se passe?
Alors, si les seuls, dans le sens, est-ce qu'on a des concurrents ou pas, enfin, concurrents entre guillemets, Non, parce non, que, c'est ouais, pas le ok, sens. On a c'est déjà pas sans échangé de argument. notre côté avec le CAUE, Menace Oui, Environnement, ou des architectes, ou des paysagistes, ainsi de suite, sur le dossier. On a eu un certain nombre de propositions, mais c'est en termes de capacité d'accompagnement par rapport au nombre de collectivités présentes, vous devez avoir un plan de charge assez conséquent, quoi. ah bah, ça dépend si vous avez si j'ai le plaisir de recevoir des demandes de devis de la part de tout le monde qui est là, il n'y a pas de souci, effectivement. Effectivement, on sera peut-être un peu sous l'eau, mais là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Vous pouvez, là, on travaille, on devrait travailler, en tout cas, on a envoyé, on a 6 cours d'école pour l'année prochaine. C'est pas un souci, en fait, on peut encore en accueillir plusieurs sans problème. Voilà. De toute façon, les cours d'école, elles avancent pas toutes à la même vitesse. Donc, c'est pas un problème en soi. Et une cour d'école, j'ai envie de vous dire aussi un projet de cour d'école. Ça dépend aussi de la vitesse à laquelle, en fait, il y a tellement d'enjeux. Il va y avoir un enjeu politique. C'est que des fois, il y a des demandes de la part des demandes je vais dire, politiciens, clairement, qui ont un mandat, en fait, enfin, qui va bientôt finir et ils ont envie de montrer qu'ils ont fait quelque chose dans leur territoire. Donc, dans ce cas-là, des fois, on a un petit peu, il y a une demande d'accélération. Ensuite, des fois, il y a des professeurs ou des groupes qui sont tellement motivés et tellement porteurs, que la commune, elle est derrière aussi, qu'en fait, ça va super vite. Donc, ça sert à rien d'attendre pendant longtemps. Et puis, il y en a d'autres, en fait, où c'est une demande de la part du politique de végétaliser les cours parce que c'est leur projet, c'est leur envie. Par contre, les professeurs ou les écoles ne sont pas forcément motivés. Donc, dans ce cas-là, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut faire de la sensibilisation derrière. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Sinon, on va pouvoir fermer le webinaire. Si après vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Du coup, vous avez mon contact, hein. N'hésitez pas à poser des questions, à me rappeler ou à m'envoyer un mail, hein, si c'est des questions plus, on va dire, portées sur votre projet propre. Voilà. Après, la végétalisation des cours d'école, c'est quand même un sujet dont on parle beaucoup depuis plusieurs années. Donc, il y a les webinaires, il y en a plein, des livres sur le sujet, il y en a aussi, des rencontres aussi. Donc, n'hésitez pas à la rencontrer en tour. Moi, j'insisterai sur le fait que nous, on est, voilà, mon métier, c'est conseiller environnement. Donc, on ne l'oublie pas, cet aspect-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire de votre cours une forêt. L'idée, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et ça a un impact, en fait, financier aussi, dans l'autre sens. C'est-à-dire que, excepté peut-être certaines cours qui sont dans des états vraiment avec un sol très pauvre, etc., et encore, je suis sûr qu'on peut s'en sortir. En fait, on va adapter nos travaux clairement aux finances de la commune et de la collectivité. Et donc, on fait des cours en fait qui n'ont pas des coûts exceptionnels. En fait. Voilà. Ça reste clairement atteignable par tout le monde. Voilà. De toute façon, de manière globale, on travaille peu avec les très grandes collectivités, style les villes de Nancy, de Metz, parce qu'en fait, elles ont déjà les moyens en interne de le faire. Donc, on est clairement en capacité de travailler avec des collectivités un petit peu plus petites, sans problème. Voilà, bah, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Du coup, je vais fermer le webinaire. Donc, je vous invite à me contacter s'il y a besoin. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vous intéresser à ce sujet-là qui est très intéressant puisque maintenant que l'église n'est plus vraiment au milieu du village, c'est plutôt l'école. Donc, c'est très important. J'insiste aussi sur le fait que si vous portez ce type de projet, peu importe avec qui, hein, d'ailleurs, c'est une énorme expérience pour la commune parce que vous allez faire de la concertation avec des très jeunes enfants, avec des plus âgés, avec plein de points de vue différents. Et à partir du moment où vous sortez un beau projet, vous faites une belle rénovation de votre cours d'école, on pense que vous êtes capable de faire tout et n'importe quoi après dans la commune, puisque vous aurez compris la méthodologie, la manière de faire, les enjeux, les inquiétudes, vous arriverez à y répondre. Voilà, la rénovation de cours d'école, c'est pas un problème technique, c'est surtout un problème de vision et humain avant tout. Voilà, techniquement, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, je vous remercie à tous. Bonne fin de matinée. Bon appétit pour ceux qui ont la chance de manger tôt. Et puis à bientôt.